Bagnolet. Cahier des plaintes et doléances de la paroisse de Bagnolet. L'amour du roi pour son peuple, son désir de le rendre heureux et sa sollicitude paternelle pour rétablir l'ordre dans les finances et réformer les énormes abus sous lesquels ses sujets sont opprimés sont les motifs principaux de la convocation des États généraux du royaume. Mais c'est surtout sur les habitants des campagnes et sur le tiers-État plus généralement opprimé par les vexations financières et les abus des impositions arbitraires que Sa Majesté doit laisser tomber ses regards bienfaisants, persuadée que cette partie la plus nombreuse de son peuple, qui soutient et vivifie l'État, doit éprouver plus directement encore les effets salutaires de sa protection et de son appui. C'est dans ces vues que le roi demande à chaque classe de son peuple de l'éclairer de ses conseils, de lui faire connaître les excès, les abus, les vexations dont elle a à se plaindre et de lui proposer les moyens de réformation les plus avantageux à l'État. C'est dans ces vues que les syndics, habitants et communautés de la paroisse de Bagnolet, pleins d'amour pour Sa Majesté, pleins d'amour pour sa personne sacrée, et bien que persuadés que la constitution de l'État est le gouvernement monarchique, c'est-à-dire le gouvernement du prince réglé par les lois constitutionnelles auxquelles il s'est soumis comme ses sujets, vont, sans se livrer à aucun écart d'imagination, proposer ce qui leur paraît plus sage et ce qui les affecte plus particulièrement. Pénétrée de ces principes et guidée par les vues bienfaisantes de Sa Majesté, l'Assemblée des syndics, habitants et communautés de la paroisse de Bagnolet ont ordonné et indiqué à leurs députés de déclarer et demander ce qui suit. Article 1er. Les syndics, habitants et communautés de la paroisse de Bagnolet donnent à leurs députés et à ceux qui les représenteront aux États généraux, à la prudence et à la conscience desquels ils déclarent sans rapporter, les pouvoirs les plus illimités pour s'occuper des affaires générales du royaume, accorder les subsides nécessaires, en déterminer la nature, en fixer la quotité et la durée, faire tous emprunts, en assigner et régler l'emploi, concourir à la formation et promulgation des lois utiles au bien de la nation dans les circonstances présentes, consentir à tout ce qui sera nécessaire et avantageux à la gloire et à la prospérité du royaume, au bonheur du souverain et des peuples, lesquels néanmoins ne seront valables que pour une année à compter du jour de l'ouverture des États généraux. Article 2. À la nation seule assemblée appartient le droit d'établir les impôts nécessaires et d'en régler la perception, de manière qu'il ne puisse être levé aucun subside, sous quelque dénomination quelconque, qu'il n'ait été arrêté et ordonné préalablement par les États généraux. Pourquoi il doit être déclaré que tous les impôts, actuellement existants, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront et demeureront abrogés de droit, comme illégaux et établis sans le vœu de la nation, que le remplacement en sera fait et ordonné par les États en d'autres subsides d'une perception plus facile et moins onéreuse au peuple, surtout aux habitants des campagnes et eu égard aux différentes localités. Comme aussi que tous les dits nouveaux subsides à imposer seront supportés également par tous les sujets de l'État sans distinction d'ordre, de rangs et de personnes, et chacun eu égard à ses propriétés, possessions et industries. Et cependant, pour le bien public, que la perception des impôts actuellement subsistants continuera d'être faite sans exaction pendant la tenue des États généraux seulement et jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par d'autres subsides au remplacement des dits impôts. Article 3. Aucun nouveau subside ne pourra être établi que pour un temps fixe et limité, et les agents chargés de la perception qui la continueraient au-delà du terme prescrit seront déclarés consuctionnaires, punis corporellement et condamnés à la restitution du double des sommes qu'ils auront exigées indûment. Article 4. Le retour périodique des États généraux sera fixé à 5 ans. Article 5. La liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen. Article 6. La propriété pareillement sera assurée à tous, et de telle manière que nul ne puisse jamais en être privé si n'est de son consentement et pour l'usage public, auquel cas l'indemnité sera fixée au plus haut prix et payée comptant avant qu'il puisse être fait aucun travaux ou entreprise sur la dite propriété. Les 10 députés et représentants demanderont et feront tous leurs efforts pour obtenir qu'à l'Assemblée des États généraux, on délibère et que les voix seront comptées par tête, et que dans le cas où il sera arrêté que chaque ordre délibérera séparément dans sa chambre, néanmoins, sur chaque proposition qui sera faite, eu égard au nombre de chaque opinant dans les différentes chambres, on comptera les voix par tête. Article 8. Sanctionner la dette publique après en avoir fixé la quotité. Article 9. Demander qu'aucun emprunt au nom du roi et à la charge de l'État ne soit valable à l'avenir sous quelque dénomination qu'il soit formé, qu'autant qu'il aura été reconnu nécessaire et autorisé par la nation assemblée, sans cependant entendre à pencher Sa Majesté à faire tels emprunts qu'elle jugera à propos, mais qui lui seront personnels et qui ne pourront jamais obliger la nation et n'être considérés comme dette nationale.
Article 10. Demander l'établissement d'États provinciaux, composés de membres librement élus selon des formes constantes, lesquels États provinciaux dureront pendant l'intervalle des tenues des États généraux et connaîtront de la répartition à faire dans chaque district des impôts et subsides qui seront établis par les États généraux. Qu'ensuite chaque district, composé des représentants des paroisses, procédera à une répartition qui fixera ce que chaque paroisse devra supporter et qu'enfin chaque paroisse, par des commissaires pris et choisis sur les lieux, répartira sa quote-part à tous les habitants, eu égard à leurs propriétés, possessions, commerces et industries. Article 11. Comme tous les Français naissent nobles ou roturiers, et que c'est par choix que l'on se fait ou ecclésiastique, ou militaire, ou magistrat, ou négociant, ou agriculteur, ou que l'on prend tout autre État qui ne forme point un ordre dans l'État, de même, l'État ecclésiastique ne doit pas faire un ordre séparé. En conséquence, les députés et représentants demanderont la suppression de l'ordre du clergé et la répartition de cet ordre dans les deux autres, chacun selon sa naissance, en sorte qu'il n'y ait plus à l'avenir que deux ordres dans le royaume, savoir la noblesse et la reture ou non noble. Article 12. Dans la formation des États provinciaux, le nombre de l'ordre de la reture ou non noble sera égal à celui de la noblesse. Article 13. Demander la suppression des capitaineries qui sont le fléau des campagnes, sauf néanmoins celles nécessaires au plaisir du souverain et fixées à 4 lieues de l'arrondissement de son séjour, et encore en indemnisant les cultivateurs qui se trouveraient exposés aux dégâts du gibier. Article 14. Demander la destruction des lapins, excepté en garenne close de mur, avec liberté entière aux particuliers de détruire ceux qu'ils trouvent sur leur terrain. Article 15. Demander qu'il soit défendu aux seigneurs dans l'étendue de leurs fiefs et seigneuries de chasser dans les clos d'un quintin et jamais dans les terres ensemencées et dans les vignes depuis le 15 avril jusqu'à la moisson et aux vendanges. Article 16. Demander la démolition des colombiers, sauf ceux des seigneurs fondés en titre, mais dont il ne pourra y avoir qu'un au principal manoir du fief ou seigneurie, et encore à la charge de tenir les colombiers fermés pendant le temps des semences et de la moisson. Article 17. Demander la suppression de tout privilège pécuniaire tant des nobles que du clergé et des bourgeois de Paris pour leurs maisons, jardins, clos et terres. Article 18. Demander l'abolition de tout privilège exclusif qui gêne l'agriculture, les arts, le commerce et l'industrie. Article 19. Qu'à l'avenir, les impôts seront supportés et payés également par tous les sujets de l'État, sans aucune distinction quelconque, ni privilège, entre le noble, la roture et le clergé, rang ni qualité, en sorte que tous contribuent, chacun en raison de ses propriétés, possessions, commerces et industries. Article 20. Demander la suppression des droits de franc-fief, dont la perception gêne l'aliénation des biens nobles, et en diminuer le prix, et donne lieu à des vexations et à des procès injustes, de la part des traitants, contre les cultivateurs, souvent sous le frivole prétexte qu'un héritage acquis en roture et chargé de ses annuels emporte le droit de lot et vente sous le domaine d'un fief en l'air. Article 21. Demander la suppression de la milice par la voie du sort et du logement gratuit des troupes. Remplacer la milice par des enrôlements volontaires de soldats nationaux auxquels, après un temps déterminé de service et une attestation de valeur et de bonne conduite qui sera donnée par les officiers du corps, on accordera des distinctions personnelles ou des récompenses pécuniaires. Article 22. Demander que tout citoyen puisse prétendre à toutes les places et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, qui doivent être le prix et la récompense de la vertu et du mérite, et non le patrimoine d'une classe privilégiée. Que le défaut de naissance illustre ne soit plus un obstacle, ni la qualité de roturier un empêchement pour être promu au grade civil et militaire, en réservant toutefois, à mérite égal, la préférence à la noblesse. Article 23. Demander la suppression des retraits féodaux, sensuels et lignagés, comme étant absolument la liberté pour les ventes et acquisitions des immeubles. Article 24. Demander la suppression de toutes les charges, places, emplois et commissions de finances dont l'existence sera reconnue onéreuse à l'État. Article 25. Demander la réformation des lois civiles et criminelles, la diminution des frais et longueur des procès, la suppression de la vénalité des charges de magistrature et judicature, du droit de centième denier des épices et vacations des juges, en remplacement desquels il sera fixé une indemnité, et la suppression totale et absolue des secrétaires des rapporteurs.
que dans les affaires criminelles, les accusés puissent avoir un conseil qui, avant le jugement, pourra prendre communication entre les mains du greffier et, sans déplacer, des charges et informations et proposer la justification de l'accusé. Que la formalité du serment que l'on fait prêter à l'accusé avant et après les interrogatoires et confrontations soit également supprimée, l'expérience ayant appris que ces serments sont absolument inutiles et n'occasionnent souvent que des parjures. Que la sellette soit également supprimée. Établir l'égalité des peines pour tous, sans distinction d'ordre, de rang, de qualité ni de personne, ne pouvant y avoir de déshonneur que le vice et le crime. Enfin, demander une loi pour que la punition des coupables ne puisse entacher leur famille. Attendu que les délits et les crimes étant personnels, le déshonneur doit se concentrer absolument sur la tête du coupable. Article 26. Tenir la main à l'exécution des règlements déjà existants et qui seront renouvelés pour la taxation, par les officiers de police des lieux, du pain et de la viande à un prix modéré et proportionné à l'abondance ou à la rareté des récoltes, bestiaux et fourrages, et qu'en conséquence, l'exportation des grains à l'étranger ne puisse avoir lieu qu'après qu'il aura été bien reconnu et constaté que dans chaque province, il y a des grains plus que suffisants pour 2 années. Auquel cas, l'exportation seulement du surplus pourra être permise, et en prenant toutes les précautions que la sagesse et la prudence peuvent suggérer pour éviter les fraudes et punir corporellement les fraudeurs. Article 27. Demander la suppression du dépôt de mendicité établi à Saint-Denis, ou au moins une meilleure administration, afin que le pauvre ne puisse y être confondu avec les scélérats, vagabonds et gens sans aveu. Qu'en conséquence, ce dépôt ne sera vraiment que pour la mendicité, et que les pauvres y puisent le travail, la nourriture et les secours en cas de maladie et d'infirmité, le tout sous l'inspection des juges ordinaires des lieux, sans que la police de Paris ni monsieur l'intendant de la généralité en puissent prendre connaissance. Article 28. Demander la suppression des loteries comme tendant à pervertir les mœurs, à ruiner les familles et devenant souvent le principe des crimes et des délits. Article 29. Demander la suppression de la taille et de ses accessoires, ainsi que des droits de banlieue, plat pays, aides sur le vin, le bois et autres denrées, dans le cas même où les droits aux entrées de Paris seraient conservés, attendu que c'est indûment et par vexation et exaction que les financiers et traitants ont étendu à la banlieue ces droits qui n'ont été dans l'origine établis que pour la ville de Paris seulement, sauf à faire payer également à chaque habitant de banlieue les subsides qui seront arrêtés et ordonnés par les États généraux, chacun eu égard à sa propriété, possession, son commerce et son industrie, par une taxe sur les biens-fonds à guérir des propriétaires et par une capitation personnelle à l'égard des autres et à raison de leurs facultés respectives. Demander la suppression des corvées et des services personnels qui seront convertis en prestations pécuniaires qui feront partie de l'impôt tant réel que personnel que les États généraux adopteront, laquelle prestation sera répartie sur tous également. Comme aussi demander que l'entretien des routes et chemins de communication soit fait aux dépens du Trésor public, sous l'inspection des administrations provinciales, au moyen duquel les ponts et chaussées seront supprimés. Dans le cas où les droits établis sur les vins aux entrées de Paris seraient conservés, demander que la fixation de ces droits soit réformée, de manière que les vins d'une qualité ordinaire et inférieure ne paient pas autant que les vins d'une qualité supérieure, ce qui cause un préjudice considérable aux habitants des environs de Paris, dont les vins à raison de la cherté des entrées ne peuvent se vendre à Paris, et surtout maintenant où le reculement des barrières de la capitale a encore fait perdre aux habitants des environs de Paris la ressource qu'ils avaient pour la vente de leurs vins aux approches des anciennes barrières. Que pour remédier à cet abus, il serait fait un nouveau tarif de l'entrée du vin dans Paris à raison des qualités généralement reconnues des différentes espèces de vins du royaume et venant de l'étranger. Et pour qu'il puisse y avoir le moins de fraude possible au droit d'entrée, il sera ordonné que chaque tonneau, pipe, barrique ou panier contenant les vins à entrer à Paris seront rouennés ou empreints d'une marque propre et particulière à chaque lieu d'où les droits viennent tirer et accompagnés d'un acte d'attestation des officiers municipaux des lieux. Demander la suppression des droits d'entrée aux barrières de Paris sur toute espèce de raisin, sauf en cas de conversion de ces raisins en vin en fraude à l'intérieur des murs de Paris, à punir corporellement les fraudeurs, participants et adhérents.
Comme aussi demander, dans le cas où les droits d'entrée sur les raisins seraient conservés, que chaque particulier conduisant à Paris du raisin sera libre d'y faire entrer un panier de 12 livres de poids sans payer aucun droit, et ne pourra être arrêté soit avant soit après la barrière, à moins qu'il ne soit trouvé occupé à convertir les raisins en vin à l'intérieur des barrières. En outre, que les droits qui pourront être perçus sur des paniers de raisins au-dessus de 12 livres de poids soient fixés à une modique taxe. Si les droits de contrôle et insinuation sont conservés, demandez un nouveau tarif clair et précis qui mette le public à l'abri des vexations et des exactions. Autrefois, et il n'y a pas plus de 10 à 12 ans, on obligeait les habitants des environs de Paris à venir prendre, mais gratis, au dépôt des immondices de la capitale, les fumiers nécessaires aux engrais de leurs héritages. Depuis, sans aucune autorisation légale et d'autorité privée, on exige de chaque habitant 3 sous par chaque bête de somme et 10 sous par chaque cheval attelé à la voiture qui vient charger à ce dépôt. Comme cette exaction est une injustice et contraire à l'agriculture, demandez la suppression de cette taxe imposée sans droit par les suppôts de la police de Paris, et en conséquence que chaque habitant aura la liberté d'enlever sans rien payer telle quantité de ces dites immondices qu'il jugera à propos, à peine de conclusiva contre les exacteurs d'une pareille taxe. Article 35. Demandez que les États généraux prennent, le plus promptement possible, en considération la cherté actuelle et excessive des grains et autres denrées de première nécessité, et qu'ils aviseront aux moyens qu'ils croiront les plus convenables pour ramener l'abondance, et faire en sorte que les denrées soient toujours proportionnées aux ressources des différentes provinces du royaume. Article 36. Comme les dîmes et autres biens dont jouissent les curés des paroisses ont été abandonnés et offerts par les fidèles pour l'acquit du service divin dans toutes ses parties, demandez qu'il soit défendu aux curés et autres de rien exiger pour les baptêmes, mariages et sépultures, sauf les droits fixés par les règlements pour les honoraires des messes lorsqu'elles seront demandées et la fourniture du luminaire. Article 37. Le roi et les États généraux seront suppliés de ne permettre dans aucun temps, ni pour quelque cause que ce soit, l'exercice d'aucun culte, autre que celui de la religion catholique, apostolique et romaine, dans laquelle les 10 syndics et habitants de Bagnolet déclarent vouloir vivre et mourir. Fait et arrêté en l'Assemblée générale des syndics, habitants et communautés de la paroisse de Bagnolet, tenue en l'église du dit lieu, en la forme ordinaire et prescrite par les lettres de convocation et règne de Sa Majesté, à Bagnolet, ce 17 avril 1789, en présence de nous, César Chailloux, avocat au Parlement, et prévôt juge civil et criminel et de police de la prévôté de Bagnolet, de nous, Philibert Turpin, procureur fiscal, et de nous, Pierre Rouveau, greffier de la dite prévôté. Signé Grindorge, Souchet, P. Boudin, L.B. Bourdin, Poulet, Pierre Souchet, Boudin, Lezier, Blory, C.P. Vassou, Souchet, Joseph Chéral, Doucet, Loret, Hébert, Dubu, Gatconnier, Alexis Boucaud, Souchet, Dargent, Chevreau, Marando, Buisson, Verret, Boucaud, Maurice, Boucaud, Bachelet, Fauché, Clavost, Souchet, Maurice, Boucaud, Vassou, Boucher, Depart, Collignot, Chevreau, Louis Bonneille, Deraborde, Souchet, Boudin, Elf Souchet, Jean Vassou, Tulpin, Rouveau, Faucheur, Athée et Chailloux. Cette vidéo a un débit rapide pour des raisons techniques. Mais les plateformes de visionnage ou d'écoute vous permettent de faire varier la vitesse de débit. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur. Ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aide structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage,
et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé. Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-état. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureurs, paysans, propriétaires ou fermiers, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxe payée au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.